direct sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. La pluie domine le paysage d'ouest en est et de Tanger à Agadir. Une pluviométrie régulière suffisante pour renflouer les réserves hydriques et revitaliser les terres asséchées. Quel impact sur l'agriculture et le bétail? Nous ferons le constat dans l'une des exploitations agricoles de la Chaouia. CAN Maroc 2025, dernière ligne droite pour la phase des poules. Si l'Égypte et le Nigeria ont validé leur qualification pour les huitièmes finales, le 11 national jouera demain son homologue zambien avec dans ses rangs son capitaine Achraf Hakimi, préservé lors des 2 premiers matchs à cause de sa blessure. Walid El-Kraghi a tenu conférence de presse, décryptage dans la chronique de Boukar Maroc. 12e homme de cette CAN, ils supportent leurs équipes par leur ferveur et leur énergie. Venus des 4 coins d'Afrique, ils investissent les rues et les fan zones, même sous la pluie. À Marrakech, c'est le stade qui se déplace au cœur de la ville. Ambiance dans le journal. Bonsoir, les couleurs du ciel pour entamer le journal. Il continue d'être bien chargé sur la majeure partie du royaume. Ce soir et demain, la pluie persiste à Qnetra, Sidi Qassem, Ouazan, Sidi Slimane, Taounat, Ifran, El Hossima, Bni Mellal, Taza, Khnifra, Chefchaouen, Tanger, Assela et Larache. Des averses orageuses localement fortes, comprises entre 30 et 50 mm, traverseront ces provinces. Conditions identiques attendues sur la côte centre et le nord. Idem pour Azilal, Rhamna, Latsrarna, Ribga, Barchid, Ben Slimane, où les cumuls pluviométriques atteindront les 25 mm. La neige continue d'envelopper les sommets au-delà de 1500 mètres. Il tombera cette nuit entre 10 et 30 cm à Azilal, Midelt, Ouarzazat, Ifran, également du côté d'El Haouz, Boulman, Khnefra, Chichawa, Taroudan, Chefchaouen, El Hossima et Bni Mellal. Puis le vent soufflera fort sur Ifran, Bni Mellal, Tinrir, Taroudan, Sfro, Khnefra, Midelt et Ouarzazat. Il pleut presque sans discontinuer, des précipitations abondantes et régulières comme on n'en avait plus vu depuis des années dans le pays. À Tanger, il est tombé ces dernières 24 heures, 52 mm, c'est la maximale. On relève 43 mm à Stat, 37 à Qsar el-Kbir, 36 à Safi, 34 mm observés depuis hier à Khoribga et Sabir Aéroport. Comptez 32 mm pour Larache, 30 pour Chefchaouen et Sidi Bnour, 29 à Youssoufia et 25 mm du côté de Tanger-Port, Seder Hal et Mohammedia. Un épisode pluvieux exceptionnel traverse le pays depuis la fin du mois d'octobre. Les sols sont gorgés d'eau et les nappes phréatiques se rechargent. Sur le plan agricole, les pluies revitalisent les zones arides et semi-arides, profitant à l'implantation des céréales et des cultures automnales qui constituent le baromètre de l'activité agricole. Nous suivrons un reportage à la vallée de la Chaouia où les pluies profitent à la saison des semis et du labour. Mohamed Chikir, Hassan Zaki, Imanabou. Des terres gorgées d'eau, voilà bien ce qui laisse présager une bonne saison. Depuis le début du mois, les pluies maintiennent une cadence régulière. Les terres sont revigorées, il y a de la verdure partout. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ces pluies sont très importantes à la fois pour les agriculteurs et les éleveurs. J'espère qu'il continuera de pleuvoir tout au long de la saison. Après cette année marquée par un déficit hydrique criant, les dernières précipitations auront de quoi soutenir la reprise de l'activité agricole et les parcours pastoraux qui sont à nouveau accessibles. Les cultures d'automne reprennent aussi des couleurs. Ces pluies sont vitales pour nous agriculteurs, pour les éleveurs aussi. Le bétail a de quoi se nourrir. Ouladziane est une région agricole et ces pluies étaient très attendues. Ces pluies auront un impact certain sur les cultures des céréales. C'est aussi important pour le bétail. Les prix du fourrage devront baisser. C'est une bénédiction. Dans la région Casablanca-Stat, les signaux sont au vert. Les précipitations de novembre et décembre ont eu un impact positif sur les cultures stratégiques. Sur les 880 000 hectares programmés pour les céréales, 550 000 hectares ont déjà été ensemencés.
Des précipitations vitales pour l'écosystème végétal et animal. On en parle avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces précipitations apportent sur le court terme beaucoup de répit pour nos terres agricoles. Qu'en est-il du long terme ? C'est la bonne question à laquelle je ne peux pas répondre pour ce qui est du long terme, mais je vais essayer. Alors, ce qu'il faut relever, c'est que ce sont des pluies bienfaitrices, évidemment, vous l'avez signalé. Le taux d'emplissage des barrages aujourd'hui est de 36%, il était de 33% il y a quelques semaines. Vous me corrigez, vous me dites 38. 28 par rapport à 2024. Voilà, donc il est 36-38. Alors il y a cependant des disparités pour ce qui est des bassins. Je vais donner un exemple, le bassin du Bourg-Grec, le taux est de 78%. Il est de 52% pour le bassin du Loukos, pour le bassin du Sbou, 43%, Tensift, 48%. C'est moyen dans l'oriental, le bassin de la Moulouya. Omerbé, c'est 10%. Et il y a encore un autre cas où il y a un autre bassin, c'est 3%. Et puis la région Souss-Massa, c'est 28%. Alors l'impact, évidemment, c'est le climat. Climat psychologique, vous savez, climat psychologique, c'est au-delà du monde agricole, c'est général. Parce que, suivant la formule connue, gouverner, c'est pleuvoir. Donc, tout le monde, évidemment, est satisfait de cette pluviométrie. L'impact, il est direct sur quoi? Sur les céréales d'automne, blé tendre, blé dur, orge. Également pour les fourrages et les parcours, ce qu'on appelle le couvert végétal. Il y a également l'arboriculture, les oliviers, les agrumes. J'y ajoute l'élevage, puisque c'est des pâturages donc, qui renaissent et qui se développent. Reste malgré tout la vulnérabilité structurelle, c'est-à-dire le déficit du stress hydrique qui se réduit mais qui reste quand même structurel. Il faut noter quand même qu'il y a une stratégie qui est menée à long terme, à marche forcée pour ce qui est donc de cette question de stress hydrique. Elle s'articule autour de 3 axes. Premier axe, c'est évidemment la construction de barrages. Nous avons aujourd'hui 145 grands barrages, c'est extrêmement important, avec un programme complémentaire de construction d'autres barrages dans les années à venir. J'ajoute un deuxième axe, la désalinisation, avec là aussi un programme extrêmement important et diversifié. Et puis aussi les autoroutes de l'eau. Donc au total, c'est bien pour le climat, c'est bien pour le moral des affaires, c'est bien pour la psychologie collective et il faut se féliciter donc de ces pluies bienfaitrices. Autre secteur qui affiche des signaux au vert, le tourisme qui enregistre des performances inédites. 18 millions d'arrivées pour les 11 premiers mois de l'année 2025. Comment est-on parvenu à ce record historique et quelles perspectives envisagées pour 2026 ? Alors, le tourisme est un secteur qui cartonne, si je puis dire, qui se porte bien. Les objectifs actuels sont extrêmement encourageants. On a parlé de 18 millions et on pense atteindre, en tout cas pas loin, les 20 millions de touristes. Ça se traduit aujourd'hui par une situation particulière liée à une conjoncture, laquelle l'effet Cannes. Ce que j'appellerais l'effet Cannes, je donne l'exemple de l'aéroport de Casablanca, qui aujourd'hui a enregistré 11,5 millions de visiteurs, soit pratiquement 1 million de plus par rapport au même chiffre de 2024, une progression de près de 10%. Alors ça, c'est extrêmement important. Il faut lier ça aussi au fait qu'il y a de gros efforts qui sont faits en matière de stratégie aérienne, que je vais résumer. Là encore, il y a plusieurs axes. Il y a un axe de libéralisation, il y a un autre axe relatif à la promotion des investissements et puis la compétitivité. Dans le détail, ça donne quoi? Ça donne que le Maroc, pour ce qui est de la libéralisation, a signé une centaine d'accords. C'est important, depuis une vingtaine d'années, dans l'Open Sky, vous le savez, avec les États-Unis en 2001, et également un accord avec l'Union européenne, et un dernier avec l'Union africaine. Et il y a une Union africaine, donc, pour ce qui est transportérien. J'ajoute aussi une adaptation par rapport à la législation de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, avec un taux de conformité de 87%. C'est extrêmement important. Donc nous sommes très près des contraintes et des normes
de l'OACI. Il y a également un autre programme pour les années à venir. Aujourd'hui, l'état des lieux est intéressant. C'est une véritable explosion du transport aérien au Maroc, avec pas moins de 435 liaisons internationales, avec 159 aéroports, de liaisons avec 159 aéroports et 69 pays. Il y a aussi le développement et le sursaut du marché intérieur qui se développe. Et puis, les objectifs de l'ARAM aujourd'hui, du transport aérien, sont extrêmement importants et mobilisateurs. Aujourd'hui, c'est le trafic global est de 40 millions de visiteurs, de transportés, de passagers. L'objectif pour 2030, c'est d'arriver au double, à 80 millions de passagers. Et sur ce plan-là, d'ici 2037, donc dans 12 ans, l'ARAM a un programme d'équipement qui intéresse 200 avions. La flotte doit être 200 avions, elle est aujourd'hui d'une 50aine. Donc c'est extrêmement important. J'ajoute l'effet Cannes que j'évoquais au départ. On attend au moins, selon les professionnels, 1 million de visiteurs de plus par rapport à ce qui était escompté. Et en plus, ce sont des visiteurs qui ont un pouvoir d'achat. Donc, ils prennent l'avion, ils vont dans les hôtels, etc. Ce ne sont pas des smigards qui viennent voir la Cannes, smigards européens ou autres, ou africains, etc. Donc là aussi, c'est un bonus et c'est encourageant pour les perspectives 2026 et les années suivantes. Un effet Cannes qui se fera sans doute sentir sur la vie économique. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Et comme tous les soirs et jusqu'au 18 janvier, nous vous faisons vivre les temps forts de la Cannes 2025 qui se poursuit sous nos cieux. Dernière ligne droite pour la phase des groupes. L'Égypte et le Nigeria sont déjà qualifiés. Le Maroc et le Sénégal doivent encore valider leur place en 8e. On en fait le point tout de suite en compagnie de Boubkar Benrebrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Mariam. Alors nous en sommes à la 3e et ultime journée de la phase du groupe A, de la phase des poules du groupe A. Et la pression ne fait que monter autour des Lions de l'Atlas, très attendus demain pour leur match face à la Zambie. Effectivement, l'équipe nationale défiera donc demain la Zambie lors de la 3e et ultime journée du groupe. Les Lions de l'Atlas seront contraints de rassurer après le nul donc obtenu face au Mali lors de la 2e rencontre. Et en conférence de presse ce matin, le sélectionneur national Walid El-Graghi a déclaré d'ailleurs que l'équipe nationale est concentrée sur son objectif, gagner ce match et rester en tête donc de groupe. Quant au retour de Achraf Hakimi, Walid El-Graghi a affirmé que le sociétaire du Paris Saint-Germain fera ses débuts dans cette CAN face à la Zambie en match donc de la 3e et dernière journée du groupe A. On voit tout cela avec Zakaria Moukembil. À la veille de la dernière journée de la phase de groupe, l'équipe nationale reste concentrée sur son objectif. Pour Walid El-Graghi, la priorité est de gagner la Zambie et de passer au prochain tour en tant que leader du groupe A. S'exprimant en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national a indiqué que les Lions de l'Atlas ont la possibilité de prendre la première place et de rester à Rabat pour les 8e de finale. Moi j'ai confiance encore plus que tout le monde je pense dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille, on sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Pour le sélectionneur national, la confiance dans le groupe, l'état d'esprit et la persévérance sont des qualités clés pour progresser lors de cette compétition. L'idée est de maintenir la solidité collective et de consentir les efforts nécessaires pour être bon et évoluer. Le coach national a également annoncé le retour d'Achraf Hakimi au titre de la rencontre de demain contre la Zambie. Est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf ? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait c'est extraordinaire.
en termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas, mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Avec un total de 4 points, le Maroc domine le groupe A, suivi par le Mali et la Zambie avec 2 points chacun. Les Comores arrivent en 4e position avec un seul point. Les Lions de l'Atlas croiseront le fer avec la Zambie au stade Prince Moulay Abdallah à 20h. Le Mali et les Comores s'affronteront à la même heure au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Pour parler donc de la rencontre Meriem face à la Zambie demain, des rencontres au programme aujourd'hui et des rencontres de demain, notre invité Brahim donc Yamani, vous êtes cadre technique de football. Brahim Yamani, bonsoir. Bonsoir, c'est Boukal. Alors, nous allons commencer par Achraf Hakimi. Comme l'a dit le sélectionneur national, Achraf Hakimi, c'est plus qu'un leader. C'est quelqu'un qui doit mener peut-être demain l'équipe nationale à la victoire. On espère son retour, bien sûr, comme l'a confirmé Walid Regragui, demain face à la Zambie. Combien de temps jouera-t-il? On n'en sait rien, mais il sera sur le terrain demain. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ça a été le principal message du coach Walid par rapport au match de demain. Mais le retour de Achraf Hakimi, qui est bien plus qu'un leader technique, c'est notre capitaine. On l'a bien vu lors du match contre le Mali. Il a été présent dans le banc à donner des conseils à ses camarades. Le Paris Saint-Germain qui a tout fait pour que Achraf soit de retour. Et voilà, n'oublions pas que Achraf Hakimi, non seulement c'est un appui sur le plan défensif, mais il apporte beaucoup sur le plan offensif. C'est un joueur qui est très décisif. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Ça a été le joueur européen le plus décisif sur les phases finales de la Champions League. Il va beaucoup apporter sur le plan offensif par rapport au dernier match Mali au Comores, où là, on a eu beaucoup d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Donc Achraf Hakimi, c'est un grand retour. En attendant celui également de Hamza Igaman, qui n'a pas été évoqué, mais qui a repris l'entraînement à 3 jours. Hamza Igaman qui est en pleine forme actuellement au LOSC, comparé au Ronaldo brésilien. Donc voilà, Achraf Hakimi, c'est vraiment un grand retour pour le Maroc. Ça va renforcer notre espoir d'être champion d'Afrique, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, le Maroc domine le groupe A, donc avec 4 points. Il est suivi du Mali 2 points, la Zambie 2 points, tandis que les Comores ferment la marche donc avec 1 point. Le faux pas face à la Zambie, demain, est à exclure, je pense. Exactement. C'est important de rassurer nos supporters. C'est ce qu'a dit ce matin le sélectionneur. Le match contre le Mali, je l'avais évoqué sur le plateau il y a une semaine, il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui en Afrique. Si on reprend notre équipe qui a été championne à la Coupe arabe, le deuxième match contre le Oman, on a fait un match nul. Voilà, la Côte d'Ivoire qui a été championne d'Afrique alors qu'elle était quasiment éliminée sur la dernière CAN. Et surtout qu'on vient de le voir tout à l'heure, le Soudan qui a pris le meilleur sur la Guinée. Exactement, c'est pas un échec ce match nul, au contraire. Moi, je trouve qu'il y a un contenu qui est de meilleure qualité par rapport aux Comores. On s'est créé quand même 15 occasions, on a encaissé 2 tirs de la part des Maliens, un cadré, un but. Voilà, le défi c'est continuer à progresser, c'est la marge de progression, continuer à évoluer. Automatisme offensif, être plus efficace, c'est important d'être plus efficace. Les occasions, se les créer. Dans le football, c'est le plus difficile d'avoir les occasions. On les a, une quinzaine par match. Donc les mettre au fond et derrière, défensivement, éviter les erreurs. Et maîtriser peut-être un peu plus le milieu de terrain. Exactement. Après, il y a aussi le choix. On a aujourd'hui beaucoup de joueurs. Le cas Saïbari, qui est un milieu de terrain, qui rayonne au PSV Eindhoven en Champions League. En équipe du Maroc, on le met sur le côté parce qu'il y a du monde. On a Ounahi, on a El Ainaoui qui fait des gros matchs, on a Amrabat. Voilà, on a des problèmes de riches. Voilà, c'est rare que le Maroc a autant de talent. Maintenant, c'est au coach, au sélectionneur avec son staff de trouver la bonne formule pour que demain, Inch'Allah, victoire absolument. Moi, je suis confiant. Voilà, je suis confiant. Cette équipe, il faut la respecter. La Zambie, qui n'oublie pas, a été championne d'Afrique il y a 10 ans avec Hervé Renard. C'est une équipe qui peut se qualifier demain. Voilà, avec un match nul, voire une victoire. Une équipe qui s'est reconstruite, on le rappelle, après le crash. Exactement. Aujourd'hui, si on va être champion d'Afrique, l'ambition, ce matin, Walid l'a dit et répété, on doit tous être avec le sélectionneur. Voilà, on fera les comptes à la fin. C'est important d'être mobilisés, d'être tous unis, Inch'Allah. Et il a lancé un appel au public. Exactement. Ce matin, ça a été les trois messages. Ça a été le retour d'Achraf Hakimi, qui est vraiment un grand plus sur le plan sportif et sur le plan aussi vestiaire. Le second point, c'est l'appel à l'Union nationale
Et enfin, il a aussi rappelé que demain, la victoire elle est essentielle. Voilà. Mais je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Les joueurs sont professionnels. Ils jouent dans les meilleurs clubs européens. On est le favori. On assume le statut. Et Inch'Allah, demain on gagnera. Il n'y a aucun souci. Alors vous restez avec nous, donc Brahim Yamani. Pour rappel, donc le Maroc affronte demain la Zambie au complexe Prince Moulay Abdallah à Rabat, c'est à 20h. Le Mali et les Comores s'affronteront également demain à 20h au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Au classement, rappelons très rapidement, donc nous le disions tout à l'heure, le Maroc est en tête avec 4 points. Alors demain également, le Zimbabwe joue l'Afrique du Sud, c'est à 17h. Et à la même heure, l'Angola joue l'Égypte. Alors revenons à vous, Brahim Yamani, je rappelle cadre technique national de football. C'est une très bonne moyenne, plus de 46 buts. Je crois qu'on est arrivé avec le but du Soudan à 48 peut-être. C'est une meilleure moyenne par rapport aux autres éditions. Bien sûr, mais malgré les conditions climatiques qui ont été évoquées précédemment, la pluie et le froid, cette CAN est un spectacle de haut niveau. On l'a encore vu hier avec le match Nigeria-Tunisie, on était gâtés. Un match où le Nigeria mène 3-0 avec une armada offensive exceptionnelle. Voilà. Donc il y a beaucoup de buts. Il y a aussi des surprises, comme on l'attendait. Aujourd'hui, la victoire du Mozambique contre le Gabon, dans ce groupe de la mort. 3-2. Voilà. Ou encore hier, le Bénin de Gernot Rohr. Le Bénin, qu'on n'annonçait pas outsider, mais à la tête, ils ont Gernot Rohr, qui est un coach renommé français, très très âgé, avec beaucoup d'expérience. Il a fait 4 CAN déjà. Donc le Bénin peut se qualifier face au Sénégal. Donc tout est ouvert. Voilà, tout est ouvert. Les favoris sont présents. Voilà, que ce soit l'Égypte qui remporte ces 2 matchs, Nigeria, Sénégal, la RDC, les favoris sont présents. Et sûrement l'Afrique du Sud. Exactement, l'Afrique du Sud également. Voilà, mais c'est une compétition qui est très ouverte. Alors restez avec nous. 2 belles affiches au programme. Donc aujourd'hui, nous le disions, le Mozambique a battu le Gabon 3-2. Un match très intéressant et à suivre très attentivement. C'est à 21h. C'est le choc peut-être de la journée. La Côte d'Ivoire qui sera opposée au Cameroun. Et pour le groupe E, eh bien, la Guinée équatoriale a été battue par le Soudan 1-0. Et puis, en ce moment même, se joue la rencontre Algérie-Burkina Faso. On revient sur les matchs d'hier, la rencontre qui a opposé le Sénégal à la République démocratique du Congo. C'était hier au Grand Stade Tanger. Elle s'est soldée par le match nul, 1 but partout. Les Congolais ont ouvert le score à la 61e minute par Babankou, avant que les Sénégalais n'égalisent à la 69e minute grâce à Sadio Mané. À l'issue de cette rencontre, suivie par plus de 41 000 spectateurs, les 2 équipes conservent la tête du groupe D avec 4 points chacune. Le Sénégal bénéficiant d'une meilleure différence de but. Lors des matchs de la 3e journée, le Sénégal affrontera donc le Bénin qui compte 3 points, tandis que la République démocratique du Congo sera opposée au Botswana, lanterne rouge du groupe avec 0 point. Et puis le choc entre le Nigeria et la Tunisie dans le groupe C a tourné à l'avantage des Super Eagles, vainqueurs sur le score de 3-2, nous le disions à l'instant. Hier également au Grand Stade de Fès, un succès qui permet aux Nigérians de valider d'ores et déjà leur qualification pour les 8e de finale. L'armada offensive nigériane, emmenée par Victor Osimhen, s'est illustrée à plusieurs reprises. Le danger est toutefois resté permanent côté du Nigeria. Sa domination a finalement été concrétisée juste à la pause, lorsque Lookman a trouvé donc au second poteau son coéquipier, permettant à ce dernier donc d'ouvrir le score de la tête à la 44e minute. Au retour des vestiaires, les Super Eagles ont rapidement accentué leur avance sur un corner tiré par Lookman, toujours lui. Wilfred Ndidi a doublé la mise d'une tête précise à la 67e minute de jeu, le score donc 3-0. Et puis les Tunisiens donc sont revenus pour remonter à 3-2. Et c'est l'une des images fortes de ce début de CAN. Le Bénin décroche la première victoire de son histoire en phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations après 5 participations. L'équipe du Bénin a battu la sélection du Botswana par 1-0. C'était un match de la 2e journée. C'était au stade olympique de Rabat. L'équipe du Bénin a entamé la partie le vent en poupe après avoir récupéré 4 joueurs cadres qui étaient suspendus pour le premier match
après avoir donc écopé d'un carton jaune dans le dernier match des éliminatoires. Les Guépards ont vu leur patience récompensée quand Roche s'appuie sur Steve Mounier et trompe le gardien par une balle déviée, ouvrant le score à la 28e minute de jeu. Score final 1-0. Nous revenons à vous, Brahim Liamani. Après l'Égypte, un autre grand du football africain, nous le disions, le Nigeria, donc valide son ticket pour les 8e de finale. Le Nigeria valide, le Sénégal est sur la bonne voie et il reste à franchir pour le Sénégal l'obstacle du Bénin. Exactement, le Nigeria, très grande équipe. Il faut rappeler que le Nigeria n'ira pas au mondial après une défaite au tir au but lors du barrage africain. Le Nigeria donc va tout miser sur cette Coupe d'Afrique. Équipe qui possède des joueurs talentueux, Osimhen, Lokman. Équipe qui a des faiblesses aussi défensivement, on l'a vu hier. Le Sénégal, grand favori avec le Maroc, avec une pléiade de joueurs de très haut niveau à tous les postes. Exactement, à peiner face au Congo. Le RDC, qui est qualifié au barrage intercontinental pour le mondial 2026, possède des joueurs intéressants tels que Bakambu, attaquant très connu en Europe, ou encore Chancel Mbemba derrière. C'est une équipe solide, le RDC, qui ira dans cette compétition, je pense, assez loin. Et enfin, l'Égypte. L'Égypte, on en parle très peu, mais 2 matchs de victoire 1-0. Elle y va doucement. Voilà, il va doucement, équipe solide. Voilà, c'est traditionnel. L'Égypte, voilà, expérimenté. Mohamed Salah, qui a très peu joué à Liverpool pour des questions extrasportives, est en train de monter en puissance. Donc là, la compétition, elle est ouverte. Et on assiste à une très très belle CAN, encore une fois. Alors avant de nous quitter, Brahim Liamani, revenons à Maroc-Zambie. Oui, donc pronostic. C'est difficile peut-être à... Non, une victoire. 2-0, voire 3-0. Voilà, je pense que là, le match du Mali, c'est un mal pour un bien. Ça nous remet devant une responsabilité. Dire que rien n'est facile, que cette CAN, il faudra redoubler d'efforts. Donc ça va aussi remettre un peu tout le monde vers un objectif commun, la victoire finale. Donc je suis très confiant pour le match de demain, Inch'Allah. Victoire finale, non seulement pour passer au 8e, mais bien sûr, pour aller le plus loin possible. Exactement. Et finir premier pour aussi jouer au grand stade. C'est important, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Si on finit premier, eh bien, le chemin est tracé pour jouer au grand stade Moulay Abdallah, qui permet d'accueillir près de 70 000 personnes. Effectivement. Brahim Liamani, merci d'avoir été notre invité de la CAN 2025. Je rappelle que vous êtes cadre national de football, cadre technique. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est beaucoup. Allons à présent du côté des supporters qui réchauffent donc les jours froids de cette saison hivernale, donc dans toutes les fan zones installées à travers le royaume. Des supporters venus des 4 coins du continent se déploient, bravant la pluie persistante, il faut le dire, et les températures en chute vertigineuse ces derniers jours. Reportage à Marrakech, Mohamed Hassan Mskour et Iman Eblou. Les pluies incessantes n'ont pas entamé la passion du football du côté des supporters. La fan zone installée à Beb Jadid s'est rapidement imposée comme un point de convergence majeur pour des milliers d'entre eux. Familles, jeunes, touristes, résidents marocains et visiteurs africains s'y retrouvent chaque jour pour suivre les matchs sur écran géant, dans une ambiance rappelant celle des grandes places publiques du continent. C'est la meilleure des fan zones jamais organisée en Afrique. Les Marocains, tout est parfait. Une grande fan zone sur une grande superficie. La mobilisation est totale. Le peuple est accueillant, tous souriants, de grands écrans géants. Je vous assure, pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés, mobilisez-vous et puis rejoignez-nous pour cette CAN, la plus belle jamais organisée en Afrique. Au-delà de la simple retransmission des matchs, la fan zone joue un rôle de vitrine culturelle et renvoie aux valeurs d'hospitalité légendaires du pays hôte, le Maroc. Sénégal-Maroc, c'est des fiers. Ce sont des frères et tout. Donc on est fiers d'être des Sénégalais, fiers d'être Marocains surtout. On salue tous nos frères sénégalais et tous nos frères congolais et on salue surtout le peuple marocain. La compétition c'est bien et ils sont très professionnels les Marocains, donc c'était cool. Donc ils ont très bien fait tout, donc il y a la logistique, il y a tout aussi. Franchement, il est vraiment beau.
Je suis guadeloupéenne et du coup, là, on est venu pour la CAN. On est arrivé hier, il n'y a pas trop longtemps, mais franchement, ça se passe bien. Hein. Bien plus qu'un dispositif logistique, la fan zone est pensée comme un symbole d'un Maroc qui célèbre l'Afrique, avec méthode et chaleur, transformant un événement sportif en un authentique moment de communion. Et Boubkal, cette ferveur africaine, on la retrouve aussi dans les fan zones de Tanger, n'est-ce pas ? Effectivement, de nombreux supporters sénégalais sont à Tanger pour donc encourager leur équipe, le Sénégal. Un rythme musical d'ailleurs, ils sont dans l'ambiance, un rythme musical qui nous rappelle d'ailleurs le Qatar 2022, repris de belle manière donc par les supporters sénégalais. On regarde. Eh bien voilà, il faut dire que les supporters du continent sont très forts pour encourager leurs équipes. Ils viennent avec tout leur matériel. Tout à fait, cette belle communion, c'est ça aussi la CAN. Je vous remercie beaucoup, Brit. On souhaite bonne chance demain, surtout au Lion de l'Atlas. Demain, je rappelle le match 21h. 20h, pardon. 20h. Merci beaucoup, merci Brahim d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Et avant de clôturer ce journal, la France est en deuil suite à la disparition de l'actrice et chanteuse Brigitte Bardot. Personnalité française légendaire, icône féminine des années 60. Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans. La défunte était connue pour sa carrière prestigieuse dans le monde du 7e art. Celle que l'on surnommait par ses initiales, Bébé, laisse derrière elle une filmographie de 50 films. Une carrière riche qu'elle a fini par abandonner pour se consacrer au combat de sa vie, celui de la défense des animaux, en créant notamment la fondation Brigitte Bardot en 1986. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.